sur ce programme de cours. Donc voilà comment les choses vont se passer. On a donc réalisé à Cinéma 93 un dossier pédagogique sur chacun des courts-métrages sélectionnés. Ce dossier sera en ligne au mois de novembre, donc bien sûr vous pourrez y avoir accès. Donc c'est un dossier pédagogique qui a été réalisé par les membres de Cinéma 93. Je me suis chargé de Quand passe le train et de Betty Blues. Xavier a pris en charge Molly et Léa, qui va intervenir maintenant, s'est occupée de Dahu. Donc en fait ce matin on va vous présenter le contenu de ce dossier pédagogique et puis on aura donc la présence du producteur du film de Jérémy Reichenbach et d'une des réalisatrices, puisque c'est un collectif, pour Molly. Voilà, donc le principe c'est de vous présenter un petit peu les choix que l'on a fait pour aborder ces différents courts-métrages, et il y aura sûrement un temps bien sûr de réaction. Voilà, donc je vous laisse avec Léa qui va en petit quart d'heure présenter le travail qui sera donc disponible à la rentrée sur Dahu. Bonjour à tous. Alors, moi j'ai travaillé sur Dahu, qui est un film, un court-métrage portugais, qui date de 2013, qui a été réalisé par Jean Nicolau, si je prononce bien, qui a lui-même, donc ce réalisateur, a notamment été le monteur de Miguel Gomez, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a fait le film Tabou, qui a eu beaucoup de succès récemment. Et le film Dahu que vous venez de voir a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs de Cannes, donc a eu un succès d'estime. Ce qui est intéressant dans la filmographie du réalisateur, très rapidement, c'est ce qui m'a frappé, c'est que ces deux courts-métrages précédents qui se nomment Rapace et Chansons d'amour et de bonne santé sont finalement plutôt bavards, plutôt peu accessibles, je pense, pour des collégiens. Et là, il dit lui-même, le réalisateur, qu'il a décidé de rompre avec ses courts-métrages précédents et nous livre un film qui est, vous l'avez remarqué, plutôt porté sur le mouvement que sur les paroles et qui, du coup, peut s'étudier aussi, peut être étudié par des enfants et des adolescents. Donc voilà à peu près pour la présentation du film. Maintenant, je vais vous parler de la manière dont j'ai conçu le dossier pédagogique pour vous, enfin pour les enseignants du dispositif. Alors moi, j'ai pensé à quelque chose d'assez pragmatique, utilisable en classe, parce que finalement, c'est ce que les enseignants demandent et nécessitent. Donc j'ai pensé le dossier pédagogique comme sous forme de questions-réponses. J'ai imaginé les questions ou les remarques que pourraient avoir les élèves sur ce film, qui n'est pas facile, qui n'est pas très accessible au départ, qui peut être déstabilisant pour les enfants. Et j'ai donc répondu à ces questions. Donc bien sûr, j'ai posé des questions style élève, quoi. Donc, comme j'ai rien compris à l'histoire, ou c'est qui ce personnage sale dans la forêt qui traîne, voilà, des choses comme ça, qui peuvent sortir, vraiment. Donc voilà, le but c'est déjà de donner les clés à l'enseignant au moment en classe pour répondre à certaines, c'est des propositions bien sûr, répondre à des remarques. Et bien sûr, pour aller un petit peu plus loin, j'ai proposé un certain nombre de pistes pédagogiques précises pour faire des exercices, si vous avez envie d'explorer une thématique particulière, soit narrative, soit cinématographique. Donc voilà en gros mon projet. Maintenant, je vais détailler un petit peu ce dont j'ai parlé rapidement, les grands thèmes que j'ai traités dans ce dossier. D'abord, j'ai eu une approche plutôt narrative au départ, ce qu'on peut avoir souvent avec les élèves. Donc, Dahu, ce qui est important de voir, je pense, c'est que Dahu, c'est un récit initiatique d'un enfant. Donc, on peut voir avec les élèves détailler les étapes de ce récit pour clarifier le sens du film, parce qu'il y a des élèves qui, du fait de l'absence de parole notamment, peuvent être déstabilisés et dire j'ai rien compris. Donc détailler ce parcours initiatique de ce petit Rie, cet enfant dans la colonie de vacances, peut aider à comprendre le sens. Détailler aussi, peut-être revenir sur le personnage du Dahu, qu'est-ce qu'un Dahu, et expliquer du coup le titre, qu'est-ce qu'un Dahu, et donc justement parler de la dimension onirique, merveilleuse, de ce personnage, notamment avec des sixièmes par exemple. Donc
Voilà à peu près pour le côté narratif du film. Hein. Maintenant, passons aux questions cinématographiques, qui sont aussi très fortes dans ce film. Moi, j'ai remarqué donc, évidemment qu'il y avait peu de paroles, et donc que le sens se crée ailleurs, le sens se crée par la composition d'images. Donc ça, c'est bien de le montrer aux élèves, en peut-être montrant des extraits. L'idée, c'est de désamorcer, je pense, peut-être l'impression d'ennui qu'il pourrait avoir, le fait qu'il n'y ait pas d'action, en montrant que c'est une vraie technique, le plan fixe, le plan séquence, notamment, sont une vraie technique cinématographique utilisée par le réalisateur. Finalement, quel est le but de cette technique de plan fixe et de plan séquence, donc des plans longs? C'est de laisser les corps se mouvoir dans le cadre, laisser les enfants évoluer finalement devant la caméra, sans intervenir, et finalement les scènes se font d'elles-mêmes. Donc c'est notamment par exemple le cas pour la séquence d'ouverture, qui je pense peut être intéressante à repasser aux élèves, puisque rien n'est dit, mais qu'en même temps on comprend tout de suite de quoi il s'agit, hein, on comprend vite. Ils font une partie de cache-cache, une scène finalement d'apprivoisement, hein, où le petit garçon va prendre contact avec le Dahu. Voilà. Donc uniquement par des jeux sur le cadre, finalement tout est posé. Ensuite, ce qui m'a paru intéressant dans ce film, c'est le son, le travail sur le son. Notamment, il y a beaucoup de sons, c'est un film qui est finalement assez sensualiste. La forêt, les bruits de la forêt, les bruits du Dahu. La musique aussi, vous avez remarqué la scène de rap qui est extrêmement drôle, et que les élèves aussi auront peut-être un peu mal à comprendre, il faudra peut-être expliciter, je l'explicite dans mon dossier. Donc voilà, ce travail sur le son peut être intéressant à faire. Et enfin, il y a une sorte de troisième, j'ai vu une troisième entrée principale, c'est l'humour du film. Donc le film est quand même peut-être pas extrêmement drôle, mais en tout cas assez fantaisiste, assez amusant. Il y a un humour, vraiment, dans ces scènes. Mais qui est un humour qui sera peut-être pas forcément compréhensible par des collégiens au premier abord. Donc ils vont peut-être dire, bah, c'est pas drôle. Essayez de leur montrer pourquoi, c'est amusant. Parce qu'il y a déjà une parodie de société, hein, ils sont dans des situations avec l'araignée, des choses comme ça, ils jouent avec le cadre, et parce que finalement on en arrive aussi à une sorte de parodie de société portugaise notamment, enfin, ou de société, de comportement d'adultes, où les enfants vont jouer au bingo, où les enfants vont faire un culte complètement improbable à un marsupilami pour pouvoir aller voir des filles. Donc il y a comme ça, je pense, un détournement qui est intéressant à montrer aux élèves, un détournement des codes des adultes, fait avec beaucoup de sérieux par les enfants. Hein. Ils sont toujours très sérieux et vraiment c'est important pour eux, c'est leur vie qui se joue. Mais il y a comme ça un détournement, un décalage qui est assez drôle. Notamment la scène de culte sur le marsupilami, je pense que ça se voit très facilement. Voilà à peu près les points que j'ai voulu développer. Dans le dossier, vous trouverez des analyses de séquences même précises si vous voulez les repasser. Quelque chose que je trouve qui marche bien, c'est de repasser la séquence, même en essayant de s'arrêter sur quelques plans en classe. Les élèves, généralement, sont assez sensibles à ça. Donc, je propose ça dans le dossier. Et donc, en conclusion, voilà, c'est un film, je pense, qui est très très riche et qui peut être... je pense que c'est important de revenir dessus. Sinon, les élèves vont rester sur une impression un petit peu vague. C'est important de revenir sur certains points, et notamment, je pense, cinématographiquement parlant, le plan fixe, le plan séquence, comment les corps bougent dans le cadre. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions par hasard ? Donc, il n'y a pas que les élèves qui... Alors, le sens du film, d'accord. Moi, ce que j'ai vu dans ce film, c'est donc une tranche de vie d'un petit garçon qui va apprendre à grandir et qui va finalement se confronter aux difficultés de la vie. Il va se faire martyriser par des plus grands, mais à la fin, on va voir qu'il va tout d'un coup décider de surmonter ses difficultés et d'agir, et va en cela se faire aider par des êtres comme ça, une sorte de tutelle, du Dahu, une sorte de tutelle paternelle, puisqu'on voit qu'en fait, dans la colonie de vacances, les animateurs, vous l'avez remarqué, sont des enfants eux-mêmes.
Donc il n'y a pas vraiment de... Le Dahu, en fait, c'est, je pense, la figure paternelle, symboliquement parlant, en tout cas une tutelle, pour cet enfant. Et il l'aide, à la fin, à se faire respecter des grands. Donc ça, c'est un apprentissage de la vie. Et aussi, bien sûr, le pendant amoureux de la chose, puisque, au début, avec la migale, ça se passe très mal avec la jeune fille. Et progressivement, il va gagner du galon, notamment avec la chanson de rap, où on va voir se prendre au jeu et chanter avec les autres. Et à la fin, évidemment, la scène magnifique de la boum, où cet instant de couple est figé, et notamment figé aussi par les corps, hein, dans le cadre, où le temps semble s'être arrêté, et où il arrive aussi, donc amoureusement en parlant, à conquérir sa belle, hein, d'une certaine manière. On peut voir aussi ça comme quelque chose qui a trait au conte. Hein, c'est à peu près le sens du film. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors s'il y a des scènes qui vous posent problème, je peux peut-être peut-être on posera des questions sur Dahu après. À la toute fin, on gardera un petit moment, parce qu'on va profiter de nos invités qui sont arrivés pour enchaîner sur les rencontres avec les deux invités. Puis à la fin, on gardera un petit moment pour les questions. Sur le sens, je pense que dans le dossier pédagogique, tu as assez bien aussi... Voilà, le dossier pédagogique sera en ligne mi-novembre. Et vous aurez également un lien pour revenir sur des scènes, un lien privé avec un code pour revenir sur les films. Où vous pourrez retrouver les images du film. Voilà. Merci Léa, merci beaucoup d'avoir participé à l'élaboration du programme également. Oui, on peut l'applaudir. Donc on enchaîne tout de suite avec une rencontre avec Karine May, que je remercie vraiment chaleureusement d'être venue. Je suis très content de l'accueillir. Je veux aussi l'applaudir. C'est vraiment gentil d'être venu, merci. Donc qui est l'un des auteurs de Dahu. De Molly, pardon. Donc on enchaîne sur Molly. Alors évidemment, il y a des questions que je vais poser à Karine qui vont complètement rejoindre ce que j'ai mis dans le dossier pédagogique, que tu n'as pas vu. Donc j'espère que ça correspondra à Doré, parce que je vous propose une analyse de Molly dans le dossier pédagogique. Je ne reviendrai pas trop là-dessus. Mais du coup, je vais compléter avec des questions. Je vais compléter mon analyse qui est dans le dossier par des questions que je vais te poser. Évidemment, déjà, juste pour te présenter un petit peu, parce que je ne sais pas si du coup vous avez eu des informations sur les auteurs de Molly. En fait, on avait déjà travaillé, pour commencer par là, avec Yacine Knia il y a 2 ans. On avait diffusé Fait croquer dans le cadre de Collège au cinéma. Et bon, c'est vrai qu'on essaye de diversifier l'appel à des auteurs, etc. Mais Molly était tellement... voilà, pour nous, c'était tellement naturel qu'il rentre dans le dispositif que voilà, on l'a programmé. Et donc, Yacine a travaillé avec Mourad Bouadoud, c'est comme ça qu'on prononce, Boudaoud. Avec le trio de Molly. Voilà. Et puis Karine May et Hakim Zouani. Pardon. Donc Karine et Hakim ont déjà réalisé Rue des Cités, que vous connaissez peut-être, qui a beaucoup circulé. Voilà. Et je pense que c'était votre première œuvre de long métrage, peut-être même votre première œuvre. L'unique long métrage jusqu'ici. Ouais. Et qui a un beau retentissement, qui était passé à l'Acide, dans la programmation Acide Cannes. Voilà. Votre destin, entre guillemets, avec Yacine et Mourad est assez lié à l'Auja. Je crois qu'on peut en parler peut-être 2 minutes. On a grandi en fait tous les 4 à Aubervilliers, donc forcément il y a des affinités qui se créent. On a une histoire assez commune, on a des points aussi communs d'humour, voilà, où on avait envie de faire des choses ensemble. Donc voilà, Hakim et moi, on a donc réalisé le long métrage Rue des Cités, on travaillait dans toute autre chose. Finalement, donc, on a été pris à l'Acide à Cannes et par la suite, donc Yacine avait l'idée de Fait croquer. Donc on s'est dit, on va monter un petit atelier hebdomadaire tous les 4, parce que Mourad était comédien principal dans Rue des Cités. Et puis du coup, une fois par semaine, on écrivait. Donc Yacine a réalisé Fait croquer, qui a beaucoup tourné, qui était prénominé au César, enfin qui a vraiment un beau chemin. Ensuite, moi j'ai écrit un autre court-métrage qui s'appelle La virée à Paname, que j'ai co-réalisé avec Hakim. Et donc Molly, c'est le petit dernier. Et là, on s'est dit, on va s'atteler à la réalisation à 4 pour voir ce que ça donne. On l'a écrit à 4, on l'a réalisé à 4. Et au milieu de tout ça, on a décidé de créer notre propre boîte de production, donc qui s'appelle Nouvelle Toile, qui est à Aubervilliers. Et voilà, donc on se produit nous-mêmes. Et là, on commence à produire des auteurs avec qui on n'écrit pas. On arrive à rien faire jusqu'à que la production. Et voilà, c'est aussi... on en reparlera peut-être, mais du coup, nous, on aime beaucoup travailler avec des comédiens qui ne sont pas professionnels. Et en l'occurrence, on accompagne aussi des auteurs qui n'ont pas écrit de scénario.
parce que voilà, on pense qu'il y a vraiment de quoi raconter, de quoi faire, il y a beaucoup d'envie de raconter des histoires, et nous, c'est ça qui nous plaît, je pense. Alors, justement, moi, dans le dossier pédagogique, mais apparemment tu confirmais tout à l'heure un peu ce que je disais dedans, c'est que je trouve que le point commun dans votre travail, à Yacine, Hakim et toi, c'est cette attention au jeu d'acteur, et presque, en fait, j'aurais envie de dire que c'est presque Steve Tenchu, qui joue le rôle principal, c'est presque le 5e auteur, en quelque sorte, parce que j'ai l'impression que le film se crée non seulement autour de sa figure, de son rôle, mais que ça s'est beaucoup créé aussi sur le tournage, même si c'est très écrit. Alors, juste je fais une parenthèse, mais vous verrez dans le dossier pédagogique, vous pouvez trouver tout un tas de choses sur Molly, c'est assez chouette, il y a plein de ressources, et notamment le scénario avant tournage, donc une première version du scénario que vous pouvez télécharger, que j'ai là. Voilà, et c'est intéressant de remarquer les choses qui ont changé. Alors peut-être sur le choix de l'acteur, Steve Tenchu, parce que moi j'ai cru comprendre que c'était même écrit pour lui quelque part. Ouais. Alors 5e auteur, je ne pense pas, parce que à chaque fois, nous, où ça parle beaucoup, où ça court beaucoup, il se passe beaucoup de choses, et les gens nous disent « Waouh, c'est impro, c'est super » et tout. Non, on n'improvise pas, on écrit comme des malades avant, on découpe beaucoup. En plus, là, à 4, on s'est dit on a intérêt à être vraiment conscient de ce qu'on fait et à dire tout de suite ce qu'on a envie de faire pour ne pas être frustré au moment du tournage, parce que chacun a une ambition bien précise. Donc on est vraiment dans l'artisanat avant quand même, on est très soucieux de ça. On a écrit pour Steve parce qu'on aime beaucoup ce comédien. On l'avait découvert dans un film qui s'appelle La mort de Danton, qui a été réalisé par Alice Diop. C'est un documentaire qui filme, tourné à Aulnay, c'est vrai, parce qu'il est d'ici, Steve Tenchu, exactement. Donc Steve participait au cours Simon, et donc elle l'a filmé au cours Simon, donc c'est sur fond de racisme ordinaire, et puis de la place d'un jeune homme à la peau noire dans un groupe de théâtre et avec des blancs. C'est un film qui nous avait beaucoup marqué, et la présence, le charisme de Steve nous avait impressionnés. Donc on s'était dit, non, on veut écrire pour Steve. Il se trouve que, du coup, Yacine avait un contact avec les films du Warsaw. Donc les films du Warsaw, c'est Sylvie Piala qui a cette boîte. Et donc voilà, les films du Warsaw nous ont dit on aimerait bien bosser avec vous, carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Et donc on s'est dit on va écrire sur Steve, mais nous ça part toujours d'une envie ou d'un désir, donc là le désir c'était Steve. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait écrire, un peu à contre-emploi. Steve tourne beaucoup maintenant, il a tourné dans Engrenage, là il a tourné dans les Combattants, il est au Maroc en ce moment pour un autre tournage, enfin ça se passe bien pour lui. Mais bon, les Combattants, non, je ne l'ai pas vu, je ne sais plus trop quel rôle il a. Enfin, Engrenage, c'était ou le dealer ou le méchant ou machin. Et là, on s'est dit, ça serait bien que ce côté robuste soit un peu mis en péril et qu'il soit un peu maladroit, un peu gauche. On s'est dit, qu'est-ce qui peut le déstabiliser? On a tous pensé à des enfants. Et nos films d'avant, en fait, il y avait beaucoup de dialogues, beaucoup de lieux différents, parce qu'on aime ça. Mais là, on s'est dit, ce serait bien d'aller un peu vers autre chose. Donc, on a pensé à moins de dialogue et un lieu clos. Pardon. Oui, donc la piscine, et du coup, évidemment, ça peut se rattacher en effet à tout un genre de film qui travaille sur le huis clos. Moi, je trouve ça génial. Ce que je trouve passionnant, c'est qu'on est dans un huis clos. Alors, peut-être que je me suis avancé dans le dossier pédagogique, justement, mais il me semble qu'il y a quand même une teinte fantastique. Et que, du coup, on peut presque se rattacher à la tradition du. C'est pas un lieu hanté, mais quelque part, ces enfants, on se demande s'ils ne sont pas comme une apparition un peu de lutin ou fantomatique, puisqu'en plus ils apparaissent la nuit, quand tout est éteint, et comme par hasard après qu'il n'ait pas réussi, enfin juste au moment où il allait quitter les lieux, donc il y a quelque chose, évidemment c'est un film très drôle, très comique, et d'ailleurs je reviendrai peut-être un tout petit peu sur le scénario qui était encore plus rythmé comédie, et que du coup dans la réalisation, il y a ce côté fantastique du lieu, la nuit, qui est vraiment le passage à la nuit qui est vraiment très travaillé. Est-ce que ce côté fantastique, il est voulu dès le départ? Est-ce que ça apparaît forcément avec l'idée du huis clos? Est-ce que ça apparaît aussi dans les éclairages, dans le travail de l'éclairage? Bah oui, on a essayé de penser un peu à tout ça. On s'est dit que ça serait en tout cas un truc un peu inattendu. On voulait ne pas trop savoir où on était dès le début. Donc peut-être que vous avez tout de suite deviné que c'était une piscine, mais nous on avait envie de jouer avec le chauffage, la découverte des coulisses. On avait envie d'amener un endroit où on se demande un peu où on est quand même. Bon, il se trouve qu'après on est dans une piscine, c'est un peu... Et à partir du moment où lui règle l'alarme et entend des bruits inattendus,
on a essayé de jouer avec le son, à rendre des choses un peu métalliques, un peu mystérieuses, sans trop savoir si ça allait virer vers le thriller, ou on trouvait ça drôle de jouer avec les gens aussi. Et parce que sachant qu'après on savait, donc c'est la piscine d'Aubervilliers, et on savait que, nous on la trouve graphique, on savait qu'il y aurait beaucoup de couleurs, qu'en plus l'enfance allait apporter ce côté un peu joyeux et filou. Donc on voulait vraiment passer par cet état un peu de mystère et de... Voilà. Et Molly, en fait en Rome, ça veut dire papillon de nuit. Donc il y a ce côté un peu de papillon, on ne sait pas s'ils sont vrais, pas vrais, truc un peu évanescent comme ça. Ouais, c'est mystérieux en fait. Enfin, Ouais. le titre est mystérieux. Et je pense que je devance les questions du public, mais alors pourquoi avoir choisi justement des enfants roms et cette langue, enfin ce jeu sur les langues? Alors, on cherchait donc 3 enfants. C'est venu assez vite l'idée des enfants roms, mais on s'était dit de toute façon, on ne voudrait pas sous-titrer. Et donc là, je ne sais pas si vous avez une version. Parce que France 2 nous oblige, on est obligé sur France 2 de sous-titrer. Parce qu'au bout de là, c'était pas sous-titré. Au bout de 2 phrases en langue étrangère, on est obligé de sous-titrer. Bon, pour la télé, tant pis, mais pour les festivals, vraiment, on tient à ce que ce soit jamais traduit. Donc déjà, on n'est pas sûr que ce soit des Roms. Enfin, nous, il y a des gens qui nous posaient la question. Et bon, après, sans entrer dans les détails des Roms en ce moment, depuis un moment même, je pense pour malheureusement un petit moment encore, hein, médiatiquement, enfin, c'est compliqué cette situation. Et nous, ce qu'on voulait, c'était filmer l'enfance. Et on s'est dit, ça serait des mômes qui n'ont rien à faire là, et qui retrouvent en tout cas ces goûts de l'enfance, et on s'en fout finalement d'où ils viennent, est-ce qu'ils ont fait la grille, est-ce que... Donc on avait envie que ce soit en tout cas des enfants étrangers, et avec un côté quand même qui a vécu et qui se laisse pas impressionner par Steve, parce qu'il fallait quand même... mon Steve, il est quand même un peu impressionnant, donc il y a un petit côté crédible, on voulait que ce soit vraiment des enfants débrouillards et qui physiquement... comme l'enfant du milieu, Samuel, sont un peu marqués. Voilà. Et donc, Mourad connaissait une friche artistique à Saint-Denis, qui est là depuis 10-15 ans, et ils sont amis depuis 10 ans avec la famille Vénus. Donc, c'est 3 frères, là. Et donc, ils sont plusieurs frères et sœurs, et donc, nous, on fait jamais de casting, en fait. On parle avec eux, on voit leur visage, on leur voit. Ça marche. Si on les désire, on les prend, et voilà. Donc le grand frère était tout le temps là. Et au départ, c'était une petite fille en fait, c'est une petite sœur qui était super, mais au moment parce qu'on a passé plusieurs journées avec eux, on a été à la piscine, on a fait des goûters ensemble pour faire connaissance. Et en fait, la petite, premier jour de tournage, tétanisée quoi. En fait, elle voulait être dans l'ambiance, dans l'aventure, mais pas jouer. Donc, au 3e essai, donc Salomon, le tout petit, lui, il attendait ça depuis le début, il était là, taquet, maillot de bain, prêt, il a prend sa place. Donc, voilà, donc ces 3 petits mecs. En fait, en effet, on va pas détailler, mais tout le travail sur évidemment les accoutrements, les déplacements des personnages, je pense à la ceinture. Ça n'avait pas nagé, hein, donc on n'avait pas de sur en même temps. Ouais, mais alors, du coup, tout participe à un côté à la fois mystérieux, à la fois drôle. Et oui, en effet, ouais, burlesque. Alors, je fais juste une petite parenthèse, hein, toi, ça te parlera peut-être pas, mais on a un film, un long métrage, Cyclone à la Jamaïque, où c'est des enfants qui font tourner en bourrique des pirates sur un bateau. Et moi, je vous l'ai mis, hein, la piste de comparaison possible dans le dossier pédagogique. Je pense que là, parce qu'on a Anthony Quinn dans ce film, qui joue un chef pirate, et qui court après des enfants en permanence sur le bateau. Et je trouve que du coup, le lien, l'écho est parfait. Pareil au niveau de la stature, du jeu d'acteur, etc. Et le côté burlesque. Alors sur le monde de l'enfance, dernière question, après je laisse la parole à la salle. Il y a plusieurs choses qui ont changé par rapport au scénario. Moi j'ai l'impression, c'est comme ça que je l'ai analysé, du coup je suis content qu'on puisse voir éclaircir ça peut-être. Il me semble que tout le film en fait est concentré sur le fait que Steve il soit entre qui sont entre 2 âges, entre l'âge de l'enfance avec tous ses enfants, et je trouve que c'est très travaillé dans le film, plein de références à l'univers des enfants, à l'aspect ludique avec le toboggan, les mousses, vous avez vraiment insisté sur des inserts aussi, sur des choses colorées, etc. Donc on a ce monde de l'enfance, et on a aussi le père qui est assez présent au début, et qui a une forte présence même si j'ai l'impression que vous avez réduit son rôle par rapport au scénario. Et du coup, on a l'impression que Steve endosse la responsabilité que lui ont donné ses aînés,
et qu'en même temps il ne gère pas une autorité qu'il devrait apprendre à acquérir devenant adulte sur des enfants. Et du coup, tout l'enjeu du film, c'est qu'il est entre deux âges, donc comme ça, il doit en gros voilà, faire en sorte que ses aînés soient fiers de lui et continuer leur travail, et en même temps gérer l'enfance, et que lui-même... alors, il est pris dans un jeu, hein, parce qu'il joue à cache-cache, il joue à se défier en permanence, et sauf qu'il joue contre son gré. Est-ce que ça, c'est une dimension voulue qui est voilà, ce truc entre deux générations? Oui, ben, on assume ça. Après, quand effectivement son père... c'est hyper important pour nous d'avoir ces deux générations-là. Au début, quand il lui explique le travail, dans les toilettes et tout, pour nous, c'était important, parce qu'on était soucieux de deux choses. On s'était dit, on aimerait vraiment... Donc Steve a une vingtaine d'années, il est donc français, d'origine africaine sûrement, il est français, son père est peut-être africain, et c'était l'idée aussi que Steve, donc d'origine africaine, se retrouve face à cette nouvelle vague d'immigration, les Roms en l'occurrence. Donc il y avait ça qui était important, et donc ce côté entre deux âges, c'est vrai, et ce côté transmission de boulot. On ne connaît pas le passé de Steve, du coup, Steve dans le film, je parle du personnage, mais on se doute bien que c'est un peu compliqué pour lui, il n'a pas trop envie de faire ce boulot-là, ça ne le branche pas, il n'a plus envie de faire ce que son père fait depuis 30 ans, il a envie d'autre chose. Et ça, c'était important pour nous, quoi. Et qu'il se trouve contraint de devoir faire face à 3 mômes qui lui arrivent à la hauteur des genoux, ça nous interpellait. Et effectivement, après, dans les changements, à la fin du film, dans l'écriture, donc Marcel, le père, c'est lui qui a la perche, en fait, qui ramène Steve au bord. Donc on voit Marcel qui fait ça, qui est dépité, et on voit Steve qui sort de l'eau et qui enlève toutes ses frites, et on reste sur Steve. Et on l'a filmé, ça. Et en fait, au montage, on s'est dit, on voulait rester avec Steve. On voulait pas faire la boucle avec le père, il fallait rester avec lui, et maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir, on n'en sait rien, mais... Et donc là, du coup, on peut plus ou moins dire que le film, il s'est vraiment beaucoup écrit en amont, quand même pas mal avec le jeu d'acteurs que vous avez travaillé sur le tournage, et du coup, c'est là aussi on peut prendre conscience que le film se travaille beaucoup au montage. Ouais, aussi, c'est une écriture, c'est la dernière écriture, mais c'en est une, ouais. Parce que, finir là-dessus, ça crée une espèce ça rend le film allégorique. Puis le plan, on s'est fait plaisir avec ce plan, on avait aussi envie de finir sur lui, voilà, après, ça ouvre plus, après ça pose peut-être plus de questions, d'interrogations, mais nous, on avait envie d'essayer ça. C'est vrai que j'imagine que vous l'aviez imaginé comme ça, quand on lit le scénario, à la fin et que Marcel arrive, c'est vraiment souligné dans le scénario, il voit tout le bazar. Ouais. Du coup, ça fait vraiment plus comédie, alors que là, on reste sur une touche énigmatique. Ouais, peut-être un peu plus tragique, peut-être. Aussi, ouais. Peut-être que vous avez des questions, je suis sûr que vous avez des questions dans la salle. Sur le film, ou des remarques, ou... Bonjour, merci beaucoup pour vos explications. Plus que le côté fantastique, il y a un côté cauchemardesque. Je trouve que on ne s'attend pas à ce que des monstres sortent du placard, mais il y a un côté, vraiment, il y a un moment, on se demande, plus avec les sous-sols, avec la fosse, il y a un côté cauchemar jusqu'où l'espèce de petit truc qui est dans un cauchemar, au début c'est que des mots, et ça devient angoissant en fait. Donc je trouve qu'il y a vraiment cet aspect-là, mais pas l'angoisse du fantastique, l'angoisse du truc onirique dont on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Oui, il y a de ça, effectivement, on nous l'a déjà dit. Après, c'est dans ce qu'on écrit et ce qu'on présente comme univers, nous par exemple, il y a des choses qui nous font vraiment rire, et je sais qu'il y a des gens qui me disent non mais là, on est sur le fil, quoi. Ça craint, et c'est vrai qu'on joue avec cette situation-là. Mais pour nous, les moments où tous ces moments chorégraphiques et tout sont pour nous plus drôles que graves. Pour moi, ça commence à vraiment craindre quand le petit est du coup en haut, on ne sait pas, les deux ne sont pas très forts en natation, ça va poser problème. Et là pour moi, c'est là qu'il y a vraiment un point culminant qui est assez angoissant. Et pour les enfants d'Aubervilliers, la fosse fait partie des grands trucs d'angoisse. Pour tous ceux qui habitent Aubervilliers, je habite là-bas aussi. Et dans les récits d'enfants, les récits
des trucs à la piscine, aller à la fosse, passer... Des légendes. C'est tout un truc, quoi. C'est vraiment c'est un truc local aussi. Ah ouais. Bah oui, c'est vrai qu'inconsciemment, j'avais pas pensé à ça, mais ça a dû jouer qu'on finisse dans la fosse. J'avais pas pensé à ça, mais ouais. La fosse, donc la piscine d'Aubervilliers étant une des plus belles de Seine-Saint-Denis, en toute objectivité, il y a le petit bain, le grand bain et la fosse. Et la fosse va à 8 mètres, et c'est 3 plongeoires. Voilà, donc c'est là que les gens s'entraînent pour la plongée sous-marine, et elle est assez sombre, enfin l'eau est sombre, quoi, donc il y a un côté hyper oppressant. Bon bah merci beaucoup, Karine. Je vais donner la parole à Stéphane Adonis, donc juste pour finir sur Molly, donc il y a vraiment plein de choses. Alors le film, je suis assez content, il a pas mal de prix, enfin il commence à avoir un beau parcours, et il me semble, est-ce que je m'avance si je dis qu'il est nominé au César? Voilà, donc voilà, je suis assez content, voilà, c'est une chouette récompense, et il y a donc plein de ressources pédagogiques sur le site de Clermont-Ferrand. Quand il était passé au Festival de Clermont-Ferrand, ils ont enregistré une interview, notamment, vous pouvez retrouver un peu les grands thèmes dans l'interview. Donc il y a le scénario, il y a des photos de tournage, et des notes d'intention, etc. Et dernière chose, ça peut vous servir pour tous les courts-métrages, mais je voulais quand même vous le signaler. Sur le site du CNC, il y a une section scénariothèque, sur lequel vous pouvez trouver des scénarios de films de fiction. Alors, donc il y a Molly, il y a le Clermont-Ferrand. Malheureusement, il n'y a pas Betty's Blues, évidemment, quand on passe le train, vous allez en parler, c'est pas une question de scénario, quoique parfois ça se pose quand même en termes de scénario dans le documentaire. Et il n'y a pas non plus d'AU, mais vous pouvez trouver d'autres courts-métrages, donc c'est intéressant de regarder des scénarios et de voir comment on peut, notamment sur Molly, je trouve ça passionnant de comparer le scénario, pourquoi pas même faire lire des passages avant de regarder le film. Voilà. Donc je passe la parole et merci à Denis d'être présent. Bien, on va d'abord faire la rencontre, je vous parlerai ensuite du contenu du dossier pédagogique concernant donc, le film de Jérémy Reichenbach. Mais en préambule, sachez qu'il y a donc dans ce dossier pédagogique une interview que j'ai réalisée cet été de Jérémy Reichenbach qui répond à un certain nombre de questions et d'interrogations, mais je pense qu'il y a sûrement les questions que j'ai posées, peut-être que vous avez vous aussi les poser. Et de toute façon, son producteur est là, c'est son producteur depuis plusieurs années, donc il connaît bien son travail. C'est assez rare d'avoir la chance de rencontrer un producteur. Les producteurs sont souvent des gens qu'on voit peu, un peu dans l'ombre. Alors je vais lancer le débat et je vais peut-être démarrer par une question justement aux producteurs. On connaît, évidemment, si vous ne connaissez pas, vous pouvez imaginer ce qu'est l'économie du court-métrage, et en plus ici l'économie du court-métrage pour le documentaire. Donc ma première question, ce serait quels sont les obstacles que l'on rencontre quand on veut produire un film comme Quand passe le train? Est-ce que c'est facile à produire? Comment les choses se sont passées à partir du moment où Frédéric Jérémy, à cette idée? Bonjour tout le monde, et merci à toutes et tous d'être là. Et c'est à des moments comme celui-ci où les films qu'on produit, les films qu'on réalise prennent une dimension exceptionnelle, je dirais, parce que justement la difficulté la plus grande dans la production, notamment des documentaires, des créations, et celle de non trouver des financements. C'est-à-dire, en faisant des films qui ne sont pas formatés, et que ce soit par la durée, par les contenus, par la présence d'une musique ou une voix off, et à partir de ce moment-là, on peut directement dire qu'on galère. Alors, comment ça se passe? Dans les cas de ces films qu'on passe le train, précisément, nous avons dû faire deux versions. Nous avons la version de 30 minutes, celle qui est dans le programme, et comme on a réussi à embarquer une chaîne de télévision locale,
Et il a fallu après aller au-delà de ces director's cut de 30 minutes, comme on l'appelle, et pour aller vers une version de 52 minutes. Et normalement, la première chose qui se passe, notamment dans le film de Jérémy et dans les autres films que j'ai produits au sein de notre entreprise, petite société Quilombo Film, est celui du repérage. Il se peut, par exemple, comme dans le cas de Qu'on passe le train, et que les réalisateurs ou la réalisatrice lisent un article. Dans ce cas, c'était un article il y a quelques années au Courrier International. Et Jérémy, profitant d'un voyage au Mexique, il a rentré en contact par le biais des étudiants qui ensuite lui ont présenté ces dames du village de la Patronne. Et par la suite, comme ces dames ont l'habitude, elles font ça déjà depuis une bonne dizaine d'années, et puis elles sont habituées à recevoir des journalistes. Donc au premier abord, Jérémy s'est retrouvé pendant 2-3 jours, de la petite dizaine de jours qu'il est resté avec elle, et il s'est retrouvé comme si on était dans un exposé à l'école. Les dames n'étaient pas naturelles, elles étaient dans la communication telle qu'elles le font quand elles vont rencontrer un journaliste, qu'on va faire des photos. Il y a la pose, il y a les langages utilisés, il y a les petites anecdotes. Et donc c'est après 2-3 jours qu'il était là avec sa caméra que, entre guillemets, ces femmes, ces personnes ont pu oublier que Jérémy était là et que la caméra était là. Et c'est à ce moment-là que on peut trouver la chose la plus, pas originale, mais en tout cas, comment on peut dire, authentique. Des questions? Je préfère vous laisser la parole, sinon moi je peux en poser des questions bien sûr, mais j'espère qu'elles viennent de vous. Il y a des anecdotes liées au tournage, liées à ces attitudes, à ces solidarités de ces femmes. Et il y a une, par exemple, qu'il faut tenir compte, vous voyez, à certains moments où les réalisateurs ont décidé de mettre en plan d'une vierge. C'est des petits éléments qui donnent l'idée de ce qu'ils font ces femmes. Au-delà, c'est-à-dire qu'ils passent déjà toute la journée à s'occuper de comment ils vont trouver ou à qui ils vont voir dans les villages d'à côté pour que les donnent soit de l'eau, soit des produits qu'on voyait à un moment dans les marchés. C'est des gens déjà qui connaissent le travail de ces femmes et donc il y a quelque chose qui sans que ça soit pourtant officiel, mais il y a une petite organisation autour de ça, c'est-à-dire les gens au marché, par exemple, savent que les femmes de la patronne viennent. Et peu importe s'il pleut, s'il y a eu tonnerre, s'il y a un tremblement de terre, mais tous les jours, à n'importe quelle heure. Et certes, on ne peut pas voir ça, tout ce cheminement, dans 30 minutes, mais dans ces répétitions qui est tout le temps, c'est un parti pris pour justement illustrer la vie de ces femmes. Au-delà de ça, il y a la petite boutique, et puis de temps en temps, il y a un voisin qui passe, ou il faut aller donner à manger aux cochons, ou elle amène notamment Bernarda et Norma, et ils sont un petit terrain où ils cultivent la canne à sucre, où il y a des gens qui travaillent. Et donc ça donne un petit revenu qui les permet, avec la boutique, d'aller de l'avant. Il y a une anecdote intéressante, c'est-à-dire si on reprend ce thème de la croyance, qui est la suivante, et qui n'est pas dans les films parce que justement on ne voulait pas faire un film comme les autres. C'est-à-dire, la première chose, c'est on ne monte jamais sur l'écran. Il y a 5 ou 6 films qui ont été faits sur cette femme, et tous ces films, on voit la caméra embarquée avec les migrants. Et ici, justement, le point de vue était celui des femmes, et donc on ne voit que des femmes, et on est tout le temps au sol.
Et bien que Jérémy était au village d'à côté, là où il y a les passages à niveau, où il y a pas mal d'hommes et femmes qui viennent de ces pays d'Amérique centrale et qui veulent aller aux États-Unis, et on a décidé justement de laisser ces côtés minimalistes en quelque sorte et qui répondent à une répétition de l'action de chaque journée. Toujours la même chose, toujours avec les mêmes objectifs. Et donc là, je reviens à l'anecdote, et c'est qu'il y a une dizaine d'années, un jour, c'était un 24 décembre, et il y a des voisins qui ont ramené chez ces deux femmes, Norma et Bernarda, un garçon salvadorien qui avait été poignardé. Parce que, bien entendu, il faut savoir, bon, bien entendu non, mais il faut savoir qu'il y a des bandes, des gangs, notamment un gang qui s'appelle la Mara Salvatrucha, qui est les plus réputés des mauvais côtés, et dans la zone d'Amérique centrale, et qui raquette, qui assassine, qui viole des femmes. Et donc, ce garçon qui est arrivé cette nuit du 24 décembre était poignardé à l'abdomen, et notamment, comme les gens du village savaient que Bernarda était dans cette action de les céder, ils ont ramené carrément les garçons avec sa copine à la maison. Et le lendemain, il s'est occupé des premiers soins, et il ne fallait pas l'amener à l'hôpital parce que, même comme ici, c'est illégal d'aider des immigrés illégaux. Et donc, du coup, pour ne pas risquer un problème avec les autorités, ils ont décidé de les soigner les premiers soins à la maison. Et les matins du 25 décembre, je suis et compagnie, et les garçons, ils étaient sauvés. Et Norma, elle s'est dit, voilà ma mission, la mission que Dieu m'a donnée, est celle-là, d'aider ces gens à avoir une vie meilleure. Vous verrez que je pose d'ailleurs la question à Jérémy dans l'interview sur la motivation de ces femmes. Alors, il dit que, bien sûr, il ne veut pas se mettre à leur place, mais que, globalement, il y a cette ferveur religieuse qui est là, qui était très présente et qui est la motivation principale. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si c'était une volonté du réalisateur ou si vraiment dans le quotidien du village, les femmes et les hommes étaient constamment séparés. Et les hommes ne sont pas là parce qu'ils sont des ouvriers agricoles. Pendant tout le temps que les réalisateurs est au village, les hommes travaillent. Et il y a des maris, par exemple, de cette femme, notamment celui de Bernarda, qui est aux États-Unis, justement, qui est parti, comme les autres migrants d'Amérique centrale, à chercher une vie meilleure. Et donc, pour l'envoyer de l'argent, pour essayer d'avancer dans la vie. Alors oui, c'est un parti pris aussi de la réalisation et de ne pas montrer les hommes. Bien qu'à des moments, on peut les voir dans les roches, il a eu 30 et quelques, presque 40 heures des roches, et on peut voir quelques hommes, mais voilà, les partis pris étaient juste de se concentrer sur ce point de vue des femmes, et de surtout, comme je vous disais, de ne jamais monter sur les trains. Pardon, merci. Donc, il a été, je pense, c'était voulu de montrer ce côté d'elle, et je me pose la question justement, où elle refuse, elle dit qu'il ne faut pas faire crédit. C'était une dame donc, qui envoyait sa fille, et donc ce stratagème, elle ne le voulait plus. Et tous les matins, donc, on allume le cierge, etc. Et en même temps, cette ambiguïté-là de Bernarda, qui est un peu la responsable de ce circuit, de toute cette aide aux migrants, ça pose question, pourquoi ce choix-là? Et aussi, à un moment, elle est au téléphone et elle discute avec quelqu'un, où elle dit non, je veux continuer de faire ça, etc. Je me suis posé la question, est-ce que c'est, je ne sais pas, derrière une ONG, ou est-ce que c'est des femmes qui s'organisent entre elles, ou est-ce que c'est un circuit
plus étendue derrière. Voilà. Et en commençant par la conversation en question vers la fin du film est une conversation qu'elle a avec un garçon qui l'a aidé pendant son passage au village. C'est-à-dire, quand elle dit je vais continuer à faire ça, c'est je vais continuer à aider les migrants et comme vous, une fois est passé par ici, et donc pour moi c'est quelque chose qui ne va pas changer. Donc elle a cette conviction, qu'elle soit religieuse ou pas, c'est-à-dire c'est une conviction d'être humain, de dire je vais aider les autres, peu importe. Mais en même temps, c'est aussi une personne, on va dire, qui a les pieds sur terre et qui fait la différence. Une chose est aider les personnes qui n'ont pas, et l'autre, mener de la bonne sa boutique. Donc, c'est de façon naturelle, je pense, notamment en pensant à nos pays. Je viens de Cuba, et j'ai vu pas des gens qui ont des boutiques qui font cela, mais cette ambiguïté, elle est un peu partout dans le sens dès qu'on trouve quelqu'un qui essaye de profiter de la gentillesse des autres, à ce moment, on fait barrage. Et ça peut, on peut se dire, bon, mais j'aide d'un côté, mais de l'autre, c'est un peu étrange. Bon, après, dans l'autre côté boutique, c'est un commerce. Et donc, c'est de l'argent aussi qu'elle s'utilise parce qu'elle met pas mal d'argent de ce qu'elle gagne là dans la boutique pour acheter des produits, pour acheter des charbons, pour acheter les fûts qu'elle utilise et qui n'est pas donné par les gens, par exemple, qui sont au marché ou pour d'autres personnes qui les aident régulièrement. Et pour la première question, j'ai oublié. Ah, c'est bon? Ça dépend. Ça dépend parce que parfois on peut avoir 2, parfois on peut avoir 3, parfois on peut avoir 5. Et le problème est que c'est une seule voie et on entend siffler les trains à chaque moment. Et donc, c'est comme vous voyez au moment des personnages, la caméra tourne autour d'elle et elle est en train d'écouter si ça sonne. Ah, ça sonnait. Mais il se peut qu'elle s'arrive avec les cajots et les bouteilles d'eau devant la voie et que ça ne soit pas un train qui va vers le nord, mais un train par la même voie qui descend vers le sud. À propos de ces trains, vous trouverez, je fais un lien, vous trouverez dans le dossier pédagogique 3 articles que j'ai trouvés cet été, donc on est en pleine actualité. Comme j'étais en train de concevoir le dossier, je les ai insérés. Donc ce sont 2 articles, alors 2 d'ailleurs de Courrier International, de juillet 2014, et un de fin août, extrait de Libération. Et ces articles parlent justement du problème de ces trains, et notamment du fait que le Mexique a l'intention de les supprimer, évidemment, et puis un autre qui parle du problème, évidemment, de la position notamment de Barack Obama, qui s'est engagé et qui est en train de faire marche arrière par rapport, évidemment, à la migration, et donc tout se cristallise actuellement autour, justement, de ces trains qui traversent, qui partent souvent du Guatemala, qui traversent le Mexique. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, regardez bien, il y a énormément de choses en ce moment dans la presse à propos de ces passages quotidiens de ces trains qui, eh bien, pourraient s'arrêter plus vite qu'on ne le pense. Oui, j'ai une question. Alors la première concerne ce que vous venez de dire. Est-ce que le réalisateur a envie de faire un autre court-métrage ou autre chose de plus conséquent sur les suites vis-à-vis de ces trains qui seraient arrêtés? Et la deuxième chose, ça concerne c'est les autorités. Je ne les vois pas dans le court-métrage. Et je me demandais qu'est-ce qu'elles font, comment elles voient ça, parce que ça commence à être connu, j'ai l'impression. Donc je m'interrogeais sur leur absence. Les choses qui sont dans leur champ, donc ce qu'on ne voit pas, mais qui existent bien évidemment, et ça fait partie de ces partis pris. C'est-à-dire que les thèmes qui intéressaient les réalisateurs étaient d'abord celui des femmes, et ensuite, si l'on doit établir un ordre, celui des migrants. Mais l'action est focalisée dans ce qu'elles font pour les autres.
Après, il a eu l'opportunité d'aller à ces fameux passages à niveau où il y a l'arrêt des différents trains, et donc c'est là où les migrants vont monter. Et donc c'est là où il a pu se procurer les quelques histoires qu'après, nous, on a mis dans la version 52 minutes. Et il y a quelque chose que je n'oublie pas plus tard, mais qui ne répond pas directement à la question, mais qui est intéressant, peut-être, pour la suite. Et je pense que Jérémy ne va pas filmer une autre chose pour continuer les mêmes sujets. Et par contre, peut-être c'est intéressant de savoir qu'on a eu un autre film, et son dernier film a été sélectionné en festival au Mexique. Et donc on a profité, ce qu'on voulait faire depuis 2 années, d'aller présenter les films aux femmes qui sont dans les films. Et il y a des embrouilles en ce moment entre les femmes. Je ne connais pas les fameux de pourquoi ou du comment, mais le fait que maintenant dans le village, il y a 2 groupes de femmes qui font la même chose. Alors comment ils sont venus à ce point-là, Jérémy en Skype ne m'a pas donné les détails, mais il y a en tout cas 2 groupes. Bon, le plus important, c'est que c'est toujours autant de monde, et notamment des femmes. Rappelons-nous que la plus petite au moment du tournage, la moins âgée, avait 12 ans, et la plus âgée, 80. Donc bon, voilà, il n'y a pas des suites volues, mais bon, ça reste de l'anecdotique, mais bon, en tout cas, elles continuent, ces femmes, à faire le travail, et donc à aider, la solidarité continue, et chaque fois qu'il y a un train passe dans le village, et maintenant peut-être ils vont avoir des surplus à chaque côté, mais je ne sais pas. Et sinon, les autorités, est-ce qu'elles ont des soucis de, je sais pas, de justice? Moi, ça m'étonne. Et pour les autorités, et dans aucun cas, les 2 fois que les réalisateurs ont été voir ces passages au niveau, là où les gens montaient sur les trains, pas du tout des policiers, aucun autre type d'autorité. Il n'y a jamais été non plus dérangé ni par l'un ni par l'autre. Voilà, c'est des endroits en quelque sorte un peu paumés où la loi elle est faite selon l'usage des anciens. Il n'y a pas vraiment, sauf au moment d'avoir un assassinat, que forcément quelqu'un va appeler les commissariats centrales, va les reporter, ils vont dépêcher une voiture et l'ambulance ou un autre véhicule afin d'évacuer les blessés ou la personne qui était tuée. Mais il n'y a pas de suite non plus. On a eu ces femmes-là, ils avaient fait état de plusieurs viols, mais il n'y a pas eu des suites au niveau judiciaire par rapport à une recherche, une enquête pour chercher qui a fait ça ou comment que ça n'arrive plus. En fait, c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu barbare au niveau des autorités là dans ce coin du Mexique. Casting. Non, il n'y a pas. En fait, ce qui se passe avec les documentaires, et notamment avec les documentaires qui réalise Jérémy Reichenbach, c'est que toute l'écriture se fait au tournage et au montage. Et c'est du cinéma direct, donc il n'y a pas de choix au préalable, peu importe si la personne est grosse, moche ou jolie ou Miss Mexique dans ce cas, peu importe. Ce qui va se passer, c'est des situations qui sont autour de l'idée. Il s'est dit, bon, qu'est-ce que je peux faire ici? Et capter la réalité. Alors comment je vais capter la réalité? Lui, il tourne tout seul. Tous ces films, il les tourne tout seul. Au départ, c'est pour une question économique. Ça rejoint ce que je disais au départ et par rapport à la difficulté de trouver des financements. Et notamment parce que pour trouver des financements, il faut qu'on ait un dossier écrit au préalable et qu'on va présenter à différentes commissions de financement ici en France. Mais quand il part, comme il part avec une petite caméra, son micro et une idée, il va commencer à tourner. Et plus tard, au montage, on va voir si
ce qu'on a tourné, on va l'utiliser ou pas. Parce que bien entendu, là, si on y pense, comme je disais tout à l'heure, qu'il avait presque 40 heures de rouge, et que seulement il y a 30 minutes dans le film, et c'était au montage qu'on a dit quelle est mon idée principale, qu'est-ce que je souhaite transmettre, et quel est le dispositif et que je souhaite monter avec ce film. Et dans ce cas, il est parti pour la répétition. Tout en dévoilant peu à peu ce qu'ils font les femmes, mais toujours en gardant les cercles où ça part des hansons les premiers, quand on rentre dans les titres au noir, et c'est là où il y a les parties pris. On n'a pas voulu montrer les trains avec les migrants tout de suite. Donc pour passer tous ces processus, où ils vont préparer, où ils vont parler, on voit une tranche de vie, où on voit les villages, on entend les coqs, où on voit la nuit qui tombe. Mais non, il n'y a pas des choix de dire, ah tiens, j'ai 10 personnages et je vais prendre 3. Dans ce cas, dans ce film, toutes les personnes qui sont, toutes les femmes qui sont du début à la fin. Les mêmes personnes. Il n'y a pas eu des choix à dire, tiens, celle-là parle mieux, c'est qu'on peut faire et c'est normal qu'on puisse faire cela, même si c'est donc le réel, de prendre à ce moment et caster quelques personnages. Mais dans ce cas, il n'y a pas un choix précis, de dire, bon, je vais garder la vieille dame mais pas la petite. Non, non, tout le monde y est. Et vous savez, les rapports filmeur est toujours est très intéressant dans le cas du documentaire. Et je dirais, du fait d'avoir produit des films en Afrique ou des films en Amérique latine, et ici en Europe également, que les relations donc filmeur ne sont toujours pas les mêmes. Il y a quelque chose de coquin au départ quand on est en Amérique latine par exemple, parce qu'on aime bien se mettre en scène. Et justement, cette mise en scène, mais qui n'est pas voulue par les réalisateurs, mais par les personnages qu'ils filment, c'est parce qu'ils disent, je vais passer à la télé. Je vais passer à la télé. Et donc, c'est toujours dans nos pays un signe de réussite, l'effet de passer à la télé. Je me souviens, il y a 17 ans, j'étais journaliste, malheureusement à Cuba, et chaque fois que je passais dans un endroit, on me disait, ah, je travaillais pour les JT, et on me disait, bon, et tu ne veux pas faire un reportage sur les éboueurs? Bon, nous et tous les journalistes à l'époque, et ça continue, sont dirigés par, comme partout dans le monde un peu, et par un chef de rédaction qui va vous donner telle tâche. Non, il faut aller couvrir l'interview de tel monsieur qui est le directeur de tel endroit. Et donc on va pour ce sujet-là, il y a un casting directement. Mais donc il y a toujours un peu autour de la chose des gens qui essayent de parler, de donner une réponse, et c'est justement pour cette mise en scène, parce que je vais passer à la télé. Et donc c'est ça qui s'est passé également dans ces premiers 2-3 jours avec Jérémy et les femmes là du village, et justement qu'il était dans la mise en scène, jusqu'à ce qu'ils se disent, bon, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il filme tout le temps. Il est là, et puis ils l'ont oublié. Et c'est de là après qu'on peut avoir des choses et que normalement, peut-être, il n'aurait pas voulu. Ça rejoint un peu ce que je veux dire, la question qui était posée sur l'ambiguïté entre le fait d'être solidaire, de se démener pour pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un qu'il ne connaît pas, et à des gens qu'ils connaissent, parce qu'ils connaissent la maman de la fille qui cherche du crédit de la boutique. Et peut-être que si Norma ou Bernarda avaient su au préalable qu'ils allaient être affirmés dans cette situation, ils n'auraient pas voulu, parce que peut-être que ce n'était pas à leur avantage. Et nous, on a par exemple traduit, pas tout, parce que c'est aussi un parti pris, mais par exemple, on a été plus doux avec certains mots qui sont utilisés, et notamment dans les scènes où elle est avec les cahiers de comptes, qui lui dit, mais
putain de merde, bordel, et pourquoi tu les donnes à... Et nous utilisons un mot très mexicain, et, qui est chingar, c'est-à-dire faire chier, mais un peu remonté quand même. Et peut-être qu'à ce moment-ci, elle regardait ça, elle a dit non, je n'aimerais pas que je sorte à la télé avec des mots pareils. Mais bon, voilà, c'est aussi ces richesses du réel et des moments qui est capté, qui est unique et qui ne va plus se reproduire. Dernière question. Comment ça se passe avec les commerçants du marché? Est-ce qu'ils font des prix? Est-ce qu'ils donnent, vous avez dit tout à l'heure qu'ils se faisaient des listes parce que les choses sont déjà prêtes sous le comptoir? Comment ça se passe? Non, en fait, c'est ceux qui restent, ceux qui les ont vendus. Comme en France, comme ils savent, et les commerçants savent que ces dames font cela, du coup, eux aussi sont en quelque sorte un peu solidaires avec elles, ils disent bon, voilà, il y a ça et ça, et parfois il y a des produits, c'est pas qu'ils soient périmés, mais il y a des produits qu'il faut quand même, entre guillemets, rafistoler un peu. Et je pense à des légumes, mais bon, il faut couper la partie qui est pourrie pour utiliser l'autre. Mais c'est toujours des invendus. Il n'y a pas des commerces entre les femmes et les commerçants. C'est toujours du donné. Oui. Oui, ça se fait par la fenêtre. Des sécurités, c'est-à-dire, si vous voyez les autres maisons à un moment donné qui sont en face, elles ne sont pas toutes à fait en ciment. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus pauvres qu'elles. Vous voyez la voiture qu'elle a, et peut-être celui d'en face, celui d'à côté n'a pas la même voiture, ou n'a pas du tout des voitures, un tracteur. Et donc du coup, c'est malheureusement normal l'effet de se mettre derrière des grilles pour se protéger des voleurs en fait. Et c'est aussi un thème, c'est quelque chose qui se passe aussi dans plein d'autres pays, j'ai vu, où plus on a, plus on se cache et plus on se protège. Et même parfois dans des endroits où on n'a pas besoin de se protéger, mais quand même, il y a cette esthétique de plus il y a des grillages, plus la personne peut être aisée. Et donc, dans ce cas, comment il n'y a pas des verrous qui tiennent bien, donc on ne peut pas laisser les choses tout simplement parce qu'il n'y a pas d'alarme non plus. Elles sont dans la même maison, c'est d'un côté, et il faut aller loin. Et là, dans la cuisine, où il dort, donc il préfère, je pense, Jérémy n'a pas demandé, et moi non plus, mais que ça fait partie de la chose de protège tes biens, parce que c'est la seule chose que tu as. Je crois que c'était quand même très intéressant. Ah, oui. Non, c'est pas la même famille. Mais ça aurait pu. Peut-être qu'ils sont famille. Mais bon, pas direct en tout cas. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas posé la question, mais je me souviens qu'il y a un an, pendant X quantité de mois, chaque fois qu'il y avait une présentation, et François Reichenbach, c'est vous de la famille, non, rien à voir. Si ce n'est ce qu'ils font du cinéma. Bien, merci beaucoup. Exactement. Bien, deux mots sur le contenu du dossier. Donc, comme vous l'avez compris, il y a donc une interview qui reprend une partie de ce qui vient de vous être dit. Et puis, il y a d'autres choses, notamment, Jérémy répond à une question que je lui ai posée sur justement la problématique de travailler seul. Savoir, voilà, il est seul pour le tournage, seul pour le montage. Voilà. Est-ce qu'il se pose des questions justement sur cette façon de travailler? Excusez-moi, pardon. Et notre petite société s'appelle Quilombo Film. Quilombo
BO, et plus loin, film au pluriel. Si jamais, pendant toute l'opération 2014-2015 à Collège au cinéma, vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, et avec plaisir, on va répondre, on peut approfondir, il n'y a pas de problème. Donc vous tapez souvent sur le web Quilombo Film, vous allez tomber sur les sites de la boîte, et donc contact, vous posez toutes les questions que vous voudrez. C'est ce qu'on appelle la disponibilité. Alors sur les deux dossiers, en fait, j'ai procédé exactement de la même façon, c'est-à-dire à chaque fois je vous propose un exercice et ensuite je fais un élargissement cinématographique. Ici, ça me semblait, en tous les cas, dans les deux films, ça me semblait absolument essentiel. C'est généralement ce que je fais quand je fais des interventions. Je termine toujours en apportant d'autres films qui apportent un éclairage différent. Donc l'exercice qui est proposé là sur le film de Jérémy Reichenbach, c'est que j'ai analysé plan par plan, à partir d'une grille, toutes les séquences lorsqu'il y a le passage du train. Donc vous avez à la fois la version vierge, que vous pourrez donc imprimer et distribuer à vos élèves si vous voulez, puis je vous en ai fait évidemment la version entièrement renseignée, donc avec toutes les réponses possibles. Alors, je suis peut-être trompé, il y a peut-être des erreurs, je vous le dis tout de suite, parce que à force de le faire plan par plan, parfois, on fatigue un peu devant son écran d'ordinateur, mais normalement c'est bon. Et vous les avez bien sûr, ces grilles exactement faites pour chaque séquence avec le nombre de cases et le nombre de plans, et tout est numéroté. Donc de toute façon, normalement, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Et évidemment, ensuite, eh bien, j'ai analysé toute cette séquence en essayant, bien sûr, à partir de là, de déterminer un peu quel avait été son travail formel, hein, dans la mesure où il va filmer ces séquences-là d'une manière différente des autres séquences du film. Ce qui fait qu'il y a une deuxième étape, et je suis parti d'une phrase de Chantal Akerman qui dit « Il n'y a rien de logique dans la durée d'un plan dans un film documentaire ». Donc, je suis parti de là, j'ai regardé très précisément le film et je me suis interrogé sur justement la durée des plans dans le film, et notamment justement comment il filme donc ces femmes lorsqu'elles se dirigent sur le train et au niveau du passage du train, et comment en revanche il va filmer ce côté chronophage, hein, de cette activité caritative, dans la mesure où on voit bien, hein, que c'est tout de même quelque chose qui occupe une grande partie de leur temps. Donc vous trouverez tout ce travail-là dans le dossier pédagogique. Et au niveau de l'élargissement, je me suis dit que c'était intéressant de nourrir, bien sûr, les élèves de ces migrants. Parce qu'on ne les voit pas dans le film, ils sont quasiment hors champ. Ce sont des silhouettes, hein. Il y en a un à un moment donné qui est presque en gros plan lorsqu'il attrape un sac ou une bouteille d'eau, mais toujours est-il qu'ils ne sont pas là. Alors je vous propose trois films très récents, hein. Je vous donne les dates, 2013, 2008 et 2009. Deux films de fiction et un film documentaire sur, évidemment, ce problème de cette migration. Alors, s'il faut en retenir un, pour moi le plus important, c'est Rêve d'or. Rêve d'or, c'est un film très récent, il date de 2013, d'un réalisateur qui s'appelle Diego Diaz. C'est un premier film absolument extraordinaire qui va suivre le parcours donc, de 4 jeunes guatémaltèques dont évidemment l'objectif est l'Eldorado états-unien. Et le film va montrer tous les obstacles à franchir. Et ces obstacles, le producteur vient de vous en citer, bien sûr. L'enlèvement pour être ensuite prostitué, les difficultés à vivre, bien sûr, sur le train, la faim, hein, si elles les nourrissent. Et d'ailleurs, on voit à un moment, mais cette fois-ci inversé, c'est-à-dire en silhouette, ces personnes qui nourrissent régulièrement les migrants sur les trains. C'est un film où ce sont 4 jeunes qui ont toutes des raisons très précises, évidemment, de monter sur ces trains. Et l'originalité, c'est qu'un des 4 est un Indien qui ne parle que sa langue. Et donc lui ne peut pas communiquer par, évidemment, la langue avec les 3 autres qui, eux, évidemment, parlent espagnol. Et ça apporte quelque chose de très intéressant, en plus, sur la société, hein, là-bas, dans la mesure où il est évidemment victime d'un certain mépris de la part des autres, de part du fait que c'est un indigène, au sens évidemment premier du terme.
C'est un film radical dans sa mise en scène et radical de bout en bout, sans aucune concession, filmé au scalpel et qui se termine avec une froideur absolue. C'est-à-dire que, évidemment, l'Eldorado américain, ça va être pour celui qui sera le survivant, parce que, évidemment, sur les 4, il n'y en a qu'un seul à la fin qui arrivera au bout, et il arrive dans, évidemment, tout simplement, comme c'est toujours le cas. Hein. Il y a un film de Richard Linklater qui l'a très bien montré, travailleur clandestin, sans papier, dans un abattoir qui fait, évidemment, la viande pour les hamburgers américains à la frontière. Voilà. Ce film est absolument remarquable. N'importe quelle séquence peut parfaitement illustrer, évidemment, l'histoire de ces migrants. Il y en a un deuxième qui traite du même sujet, mais d'une manière un petit peu plus positive, dans la mesure où là, l'Eldorado, on y aura droit. C'est un film qui s'appelle Sin Nombre, qui est un film de 2009 de Kari Fukunaga. C'est un très beau film également. Là, cette fois-ci, c'est un jeune homme qui, lui, joue sa vie sur le train et qui est en compagnie d'une jeune adolescente et de son père. Et l'objectif, c'est bien sûr de rejoindre une partie de la famille qui, elle, est déjà installée aux États-Unis. C'est un très beau film qui n'évacue pas les problèmes, mais voilà, c'est un petit peu plus positif, un peu moins radical dans la manière, évidemment, de le présenter. Et puis, en revanche, il faut inévitablement parler d'un film documentaire qui s'appelle Mi Vida Loca, un film de Christian Poveda. Alors pourquoi c'est essentiel? Parce que Christian Poveda, lui, il a planté sa caméra au milieu de ces fameuses maras, hein, celles dont il est question dans le film. Alors évidemment, pour lui, ça a été dramatique, puisque à la fin du tournage, on l'a retrouvé dans une rue avec 5 balles dans le corps. Donc il n'a absolument pas assuré le montage du film, hein, il est mort sur place pour avoir évidemment fait ce film. C'est un film terrible, un documentaire qui n'est rythmé que par 2 choses, des enterrements et des coups de pistolet. Et la devise du film, enfin des gens qu'on voit dans le film, c'est vivre pour tuer ou tuer pour vivre. Voilà, ça vous donne une idée de, évidemment, une des raisons pour lesquelles, évidemment, hein, ces jeunes sont évidemment sur ces trains. Donc voilà, je pense que c'est assez essentiel, hein, de donner à voir ces films pour que les élèves aient aussi une idée, hein, du parcours de ces jeunes qui sont sur ces trains. Voilà, ces films sont assez faciles en revanche à trouver, contrairement à... C'est facile de les avoir en DVD. Voilà pour ce film. Quelques éléments cette fois-ci sur donc Betty Blues. Donc, j'ai fait exactement le même principe. Alors d'abord, évidemment, je vous ai fait un petit rappel sur le film d'animation et ses différents procédés, et vous trouverez dans le dossier tout un tas de liens qui vous renseigneront de manière très précise sur tous les types d'animation. Car vous avez dû vous rendre compte que là, dans le film, il y en a 2 qui sont utilisés. Alors, il y a le stop motion en volume pour la partie dans le bar, mais lorsque l'on vous raconte, hein, ce que la légende, que la chanson évidemment raconte, eh bien là vous êtes dans un dessin plus traditionnel. Et évidemment, vous trouverez dans le dossier, hein, là aussi, pas une interview, mais des éléments, hein, apportés par le réalisateur qui expliquent pourquoi il a utilisé 2 types d'animation. Ensuite, je me suis amusé à un petit travail qui fonctionne très très bien. Donc, j'ai pris une séquence du film, c'est la séquence où les membres du Ku Klux Klan dans la chapelle, hein, vont flamber. Et je la démarre quand vous l'avez qui remonte avec ces bagnards, hein, qui sont sur le côté et qui travaillent. Je vous ai mis dans le dossier le scénario du film et le storyboard, plan par plan, de cette séquence. Le scénario de cette séquence et le storyboard de la séquence. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement de comparer avec, évidemment, le film fini. Alors, vous aurez accès, hein, si on vous l'a dit, mais vous aurez accès, en revanche, c'est difficile d'avoir les longs métrages, mais vous aurez un accès privilégié à l'ensemble de la programmation de cours avec un code, hein, que Cinéma 93 vous fournira et vous pourrez donc avoir les films. Et là, eh bien, évidemment, c'est un travail toujours très intéressant, c'est de remarquer tout ce qui se modifie.
et dans tous les sens. Qu'est-ce qui a été gardé? Qu'est-ce qui a été supprimé? Qu'est-ce qui a été ajouté? Et on demande évidemment aux élèves d'interpréter, évidemment, ces modifications qui ont eu lieu au moment du tournage, mais aussi au moment du montage. Alors moi, je me suis amusé à ce petit jeu-là, bien sûr, et je vous ai mis un certain nombre d'interprétations, ce sont les miennes, vous pouvez en avoir évidemment tout à fait d'autres, c'est ouvert, évidemment, ce genre de travail. Et puis en revanche, là, j'ai fait un travail à nouveau de proposition cinématographique sur deux éléments clés du film, le Ku Klux Klan et la musique. Pourquoi le Ku Klux Klan? Parce que son histoire est liée au cinéma, mais véritablement liée, je dirais même rivée à l'histoire du cinéma. Pourquoi? Premier film que je vous propose, alors c'est un film délicat, moi quand j'étais à l'université, à l'époque on nous le projetait avec des pincettes, si je puis dire. C'est Birth of a Nation, Naissance d'une nation. Alors c'est pas n'importe qui, le metteur en scène, c'est D.W. Griffith. On vous en a parlé de Griffith à propos du premier film de pirate. Mais en gros, avec Griffith aux États-Unis, vous pouvez partir du principe qu'il est le premier en tout. Il est le premier pour tel type de plan, il est le premier pour tel type de film, il est le premier partout. Et c'est aussi, bien sûr, un cinéaste fondateur du cinéma américain. C'est aussi lui qui a fait Intolérance, qui est un des films les plus importants du cinéma américain. Alors pourquoi ce film est un peu délicat? Tout simplement parce qu'il est totalement réactionnaire et qu'il fait l'apologie du Ku Klux Klan. Mais nous sommes en 1915. En 1915, évidemment, la société américaine ne fonctionne pas de la même façon. Alors il va y avoir, évidemment, à partir de là, beaucoup de choses qui vont se passer à partir du moment où le film va être exploité. En gros, si vous voulez, le film dit que les esclaves américains sont très contents de leur sort et qu'ils sont facteurs de violence et qu'à chaque fois qu'il y a donc violence, eh bien, le Ku Klux Klan, en chevalier vengeur et protecteur de la race blanche, arrive au galop et résout évidemment le problème. Et on les voit filmés comme des chevaliers, étant là pour la gloire de l'Amérique. Donc il y a une véritable apologie. Résultat, quand le film sort en salle, certains États interdisent la projection du film, puisqu'évidemment il y a des réactions. Il y a de telles réactions que la Cour suprême va s'emparer du problème et il y aura même législation. Mais tous les États ne l'interdisent pas, et là où le film est projeté, c'est un immense succès. C'est un immense succès à tel point qu'il a pour conséquence qu'à la sortie des projections, vous avez des spectateurs qui vont froidement abattre des jeunes noirs américains dans la rue. Véritablement. Et puis surtout, il relance le mouvement du Ku Klux Klan. C'est-à-dire que le mouvement est issu de la guerre de sécession. C'est 1861, c'est la guerre de sécession. Le Ku Klux Klan commence en 1865 à peu près. Mais c'est un mouvement un peu installé dans ce qu'était l'État confédéré et qui ne se développe pas. À partir de la sortie de Naissance d'une nation, vous allez avoir un développement, un dynamisme absolu. Le clan va exister dans beaucoup plus d'États américains et il va avoir véritablement beaucoup plus d'influence. Donc on peut partir du principe que ce film-là est d'une certaine manière une renaissance du Ku Klux Klan. Donc c'est quand même assez intéressant ce qui se passe avec ce film. Le deuxième film que je vous propose, alors c'est un film plus académique mais qui est intéressant, c'est Mississippi Burning. C'est un film de Alan Parker. Le film en fait revient sur une histoire vraie, à savoir que des militants, donc évidemment qui défendaient la cause noire, disparaissent. Et on envoie donc dans le sud, là où ils étaient évidemment pour essayer évidemment de défendre la cause, là où ils militaient, on envoie deux agents du FBI, alors interprétés, on est dans du cinéma hollywoodien cette fois-ci, par deux acteurs importants, Gene Hackman et William Dafoe jeune à l'époque, et qui ont des méthodes d'investigation diamétralement opposées. Toujours est-il que le film va évidemment mettre en évidence ce qui s'est passé, c'est-à-dire que bien sûr, c'est le clan qui a la mainmise, bien sûr, sur la ville et sur la région,
qui a bien sûr assassiné froidement et enterré et caché, bien sûr, ses militants. Donc là, on est dans une deuxième phase de la représentation. Et puis évidemment, comme toujours quand le cinéma évolue, avec le temps, il aborde des sujets de ce type différemment. Et je pense que la troisième séquence à montrer, c'est l'arme fatale du cinéma, c'est le burlesque. Et là, vous êtes dans Django Unchained de Quentin Tarantino, film très récent. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une scène désopilante, hein, où vous avez une expédition punitive, exactement comme dans Birth of a Nation. C'est exactement le même principe, expédition punitive nocturne. Sauf que là, évidemment, ça va tourner en dérision. Le spectateur, évidemment, va rire comme jamais, tout simplement parce que l'une des femmes d'un des membres du clan, qui a réalisé les cagoules, n'est pas très bonne couturière, et donc évidemment, elle a mal placé les trous pour les yeux. Et donc il ne voit rien, il tombe de cheval, enfin ça déclenche évidemment une engueulade, hein, j'emploie le terme, importante, et résultat à la fin, c'est la débandade totale. Et là, on arrive vraiment à une autre façon, par l'humour et le burlesque, hein, de traiter donc de ce sujet, mais c'est généralement ce qu'on arrive à faire avec le temps au cinéma. Si vous prenez toujours des sujets un peu borderline, eh bien, le burlesque arrive toujours, évidemment, beaucoup plus tard dans la façon de le traiter. Je vais faire un aparté pour vous inciter à aller voir à partir de là, parce que c'est le même traitement, un film qui va sortir au mois de décembre. C'est un film de Abderrahmane Sissoko qui s'appelle Timbuktu. Ce film a été présenté au Festival de Cannes au mois de mai. Et le film utilise le burlesque pour justement montrer les limites, les aberrations et les contradictions du théâtre. C'est un film absolument remarquable, essentiel, et je vous conseille bien sûr d'aller le voir. Et vous pourrez, hein, il sera sorti avant que les courts-métrages ne soient justement projetés aux élèves, et là vous aurez un élément aussi pour leur parler, hein, de cette méthode de traitement qu'est le burlesque, évidemment, comme arme politique absolue du cinéma. Voilà pour le Ku Klux Klan. Deuxième élément, évidemment, c'est la musique. D'ailleurs, le réalisateur dit très clairement dans son dossier de presse que c'est la musique, hein, qui est le point de départ du film. Donc, là aussi, je vous propose de parler aux élèves de cette musique afro-américaine, mais à partir, bien sûr, du cinéma. Alors, il y a trois possibilités. Enfin, évidemment, moi, c'est trois qui me viennent comme ça à l'esprit, hein, à ce moment-là. Vous avez sûrement peut-être d'autres exemples. D'abord, une fiction qui est en lien avec le film, puisqu'il y a la même séquence de bagnards, hein, de prisonniers américains avec ces fameuses tenues comme les Dalton, hein, qui font les travaux forcés, et avec en plus le même traitement qu'est le burlesque, c'est O Brothers des frères Cohen, bien entendu. Film qui d'ailleurs était au programme de collège au cinéma il y a quelques années, mais qui n'est plus dans le catalogue. Hein, parce que quand les films entrent dans le catalogue, en dehors des 400 coups de zéro de conduite et des temps modernes, les films entrent et sortent. Ces trois-là, eux, ils seront là pendant évidemment toute l'histoire du dispositif. Et puis je vous propose deux films documentaires. Alors, en fait, un suffirait, c'est du Mali au Mississippi. C'est un film de Martin Scorsese, donc film documentaire, dans lequel Scorsese part du fleuve Mississippi pour aller jusqu'au fleuve Niger, et il remonte, comme ça, tout le parcours de la musique afro-américaine, du blues, du gospel, etc. C'est un film remarquable. Vous savez que Martin Scorsese est un grand spécialiste de la musique. C'est lui qui a réalisé The Last Valse, hein, qui est un film sur le groupe qui a accompagné Bob Dylan en concert. Et l'autre, éventuellement, film traitant à peu près du même sujet, c'est alors un film d'une encyclopédie du cinéma américain, c'est Bertrand Tavernier, et c'est un film qui s'appelle Mississippi Blues. C'est un documentaire, là aussi, hein. Tavernier est un grand spécialiste, hein, de la musique afro-américaine. Il avait fait un film qui s'appelait Autour de minuit, dans lequel il avait confié toute la musique à Herbie Hancock. Film très intéressant qui en plus a comme décorateur Alexandre Trauner.
excusez du peu. Et donc, dans Mississippi Blues, eh bien, là, Tavernier va sur les lieux identifiés comme des lieux importants, emblématiques, hein, de la musique afro-américaine. Donc, par exemple, une église, comme c'est le cas hein, dans le film, un bar, bien entendu, une petite cabane au bord, évidemment, d'une plantation, etc. Et là, il y rencontre des personnes qui ont marqué la musique afro-américaine, souvent des personnes d'un certain âge, pas forcément très connues, donc des gens aussi que l'on découvre, hein, et qui là parlent évidemment de tout leur vécu par rapport à cette musique. Voilà, donc il me semble qu'avec ces films-là, vous pouvez là aussi évoquer hein, un des sujets importants de Betty Blues. Voilà, donc tout ça c'est dans le dossier pédagogique. À vous de vous en emparer. Vous l'aurez donc disponible dans quelques semaines. Hein, puis le temps pour Cinéma 93 hein, de, bien sûr, le mettre en ligne. Nous, on l'a réalisé cet été. Hein, c'était notre devoir de vacances. Voilà. Et j'espère que ce programme, globalement, eh bien, vous a plu. Nous, il nous semble qu'il a son sens, qu'il est cohérent et qu'il est assez varié. Hein, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec ces 4 films, bien sûr, dans les classes. Voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre plus, parce qu'en plus, vous devez encore me subir 1h30 tout à l'heure, donc je ne voudrais pas qu'il y ait over